Pierre, Stan, Kitty, Ulysse. J'espère que vous allez bien. Yes. Très bien. Vous êtes prêts à commenter le no-code game, les news de la semaine? Comme toujours, c'est parti. Ok, alors on y va. Donc merci déjà à Ulysse, comme d'habitude, qui a préparé cette veille, qui l'a partagé à la communauté et dont on va discuter maintenant. Alors on est tous les 5, normalement il y a Yue qui devait venir. Bon, on l'a perdu, tant pis. Et puis la semaine prochaine, de toute façon, on va commencer à aussi avoir d'autres membres de la communauté qui vont nous rejoindre. Donc il y aura Fakosa qui nous rejoindra aussi. Voilà, on va commencer un petit peu à changer. Non pas que j'en ai marre de vous, parce que j'aime beaucoup faire les no-code games avec vous. Mais on va un petit peu... C'est un peu moyen. Ça dépendra, on va dire, ça dépendra de votre prestation de ce soir. Voilà. Bonjour la menace, ça fait plaisir. Non. Bon, allez, on y va. Alors, dans les nouvelles, il y a eu un article donc, sur Cori qui parlait de Microsoft, qui a déclaré que le no-code était le futur de l'informatique. Et je salue Yue au passage qui vient nous rejoindre. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, j'ai lu. J'ai trouvé ça assez intéressant. Alors bon, c'est toujours un peu à la frontière low-code, no-code. C'est pas mal orienté entreprise. Et je trouve que c'est dommage un peu souvent dans ces articles, ils parlent pas assez des outils dont nous on parle, de Glide, des choses comme ça. Mais bon, les solutions de Microsoft sont intéressantes. Power Automate, qui est un peu leur équivalent de Zapier, est quand même assez intéressant. Ils ont dans les cartons un espèce de concurrent de Airtable aussi, il me semble. C'est Microsoft List. Oui. Voilà. Et on peut dire ce qu'on veut de Microsoft. Moi, je suis moi-même, j'utilise Linux depuis 10 ans et ça fait longtemps que j'ai pas fait de choses avec Microsoft, mais je trouve que depuis plusieurs années, ils s'investissent dans l'open source. Et puis là, le fait qu'ils disent ça, je sais pas, ça me réconcilie avec eux. Enfin, déjà, j'étais pas mal réconcilié avec eux. Voilà. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Kitty, tu voulais dire quelque chose là-dessus, je crois. Peut-être Stan après. J'ai utilisé Microsoft List justement parce qu'il faisait partie du programme Spark avec Microsoft pour les startups. Et ils sont revenus souvent sur Airtable parce qu'ils ont dit qu'il y avait un je ne sais quoi de très très lourd au niveau de la fluidité, de l'interface, du retour avec le client, qu'ils n'ont pas du tout avec Airtable. En fait, je ne sais pas comment dire ça. Ils ont dit que vraiment, ils ont commencé Airtable et ils ont dit ils sont revenus, ils sont allés là vers ça et ils ont changé sans problème parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait que c'était beaucoup plus smooth et beaucoup plus intéressant et excitant entre guillemets à utiliser et que l'interface avec Zapier par exemple était plus fluide. Entre List et Airtable? Attends, je suis pas sûr de comprendre. Tu veux dire que les gens préfèrent List à Airtable? Non, l'inverse, justement. Ah, l'inverse, d'accord. Sparks qui avaient accès à List et qui sont allés ensuite vers Airtable. D'accord, ok. Bon, je pense qu'après, leur outil Airtable, il démarre encore, donc peut-être qu'ils vont l'améliorer, mais c'est intéressant en tout cas qu'ils se positionnent là-dessus, quoi. Stan, tu avais un... Ouais, moi, je pense que de toute façon, ça va devenir pas une norme, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller targeter là-dessus, et je pense que Microsoft l'avait dit avant, si je dis pas de bêtises, ils avaient déjà prévu qu'en 2000, je crois que c'est Microsoft, dites-moi si je me trompe, mais en 2024, qu'il y ait plus de 80% des applications qui soient développées en low-code ou en no-code, et je pense qu'en tous les cas, autant pour eux, ça leur permet de gagner de l'argent, parce qu'ils ont moins de main-d'œuvre, entre guillemets, et surtout, ça va permettre de pouvoir gagner un temps considérable, et je pense que toutes les grosses boîtes vont commencer à réfléchir, à développer soit en interne des outils, soit à faire appel à des outils en externe. Mais c'est vrai que si tu es une boîte comme Microsoft, je développerai mes propres outils, même si c'est une similarité de Airtable, de Bubble, etc. Je préférerais avoir mes propres outils plutôt qu'à les sous-traiter chez d'autres outils, etc. pour avoir mes trucs, et pourquoi pas soit les garder en interne, soit les mettre au marché. Mais je pense que c'est une évidence que beaucoup de boîtes vont adapter en fait assez rapidement, en se disant qu'ils vont gagner du temps, de l'argent, ils vont pouvoir innover un peu, tester des choses, mettre des équipements internes, etc. Et surtout, je pense... On avance que sur les autres, quoi. C'est vrai, on avance ou pas. Ouais. Tu vois, par rapport à Google, ou on va dire, on compare aux autres GAFAM, même Google est assez en retard. Enfin, ils ont racheté AppSheet, mais je veux dire, sur le no-code, je parle spécifiquement. Peut-être qu'ils en font, mais ils disent rien. Il y a aussi ça aussi, tu vois, que je me dis, peut-être qu'ils préparent enfin, tu vois, après, on sait jamais. Mais oui, soit ils sont en retard, soit ils sont en train peut-être d'essayer de se dire, en fait, ils ont leur truc en interne, et c'est tellement une révolution pour eux qu'ils préfèrent le garder en interne, et que ça vaut pas le coup forcément d'en parler. Et tu vois, après, c'est marrant, parce que des boîtes comme Microsoft et Google, bah, tu te dis qu'il faudrait qu'il y ait une catastrophe pour qu'elles se cassent la gueule. Donc, tu vois, est-ce que vraiment c'est intéressant pour eux de passer au no-code ou pas? Sûrement. Mais je pense que c'est peut-être des petits calculs, en fait. Et peut-être plus pour la tendance. Aujourd'hui, une boîte comme Microsoft, pour qu'elle se casse la gueule ou pour que ça marche plus,
faut vraiment qu'on ait un bouleversement considérable de nos moyens d'utilisation. De mon point de vue, hein, dites-moi si je me trompe. Hein. S'il y a un petit facteur qui peut faire péter la gueule à Microsoft. Bah, dans le temps, oui, quand même, tu vois. Je veux dire, aucune boîte n'est trop grosse. Enfin, le too big to fail, ça n'existe pas, hein, je pense. Tout à fait. Mais, et là, je trouve que, dans l'article, ce qu'ils ont l'air de dire, en tout cas, c'est que c'est pas juste ils s'y mettent pour suivre la tendance, mais que c'est un vrai investissement qu'ils font, tu vois, qui voient ça un peu vraiment comme le futur, quoi. Je sais pas, après, ça peut être un peu des deux, hein, ça peut être aussi juste de la com, et ils préemptent un peu le truc, de se dire, bon, voilà, nous aussi, on se met sur le no-code, quoi. Mais ils sont un peu mal aussi, je crois, Microsoft, juste, mais enfin, ça a peut-être rien à voir, mais peut-être que ça joue en partie aussi avec Slack, si je dis pas de bêtises, et leur Microsoft Teams. Et du coup, ils prennent aussi des coups durs. Je sais pas si je dévoile une info après ou si je change totalement de sujet, mais je crois que du coup, ils essayent aussi de faire un peu booster parce que sur leur Teams est en concurrence avec Slack et que Slack a fait une alliance avec je sais plus quelle boîte. Et, avec l'inflation, ouais. Et du coup, je crois qu'aussi ça peut. Donc, je pense que c'est aussi de la guerre et de se dire si c'est l'innovation du moment, autant s'axer dessus. Mais ce serait marrant de voir des gens de chez Microsoft faire du Glide ou faire du Hubble, quoi, ou faire du Airtable. Et surtout voir ce qu'ils peuvent en faire. Faut aussi se souvenir, que l'impression que j'ai aussi, c'est qu'il y a énormément de boîtes qui sont déjà abonnées à Microsoft 365 et qui ont, par exemple, Power Automate dans leur DSI où on va leur dire n'utilisez pas Zapier, on ne sait pas où vont les données, c'est les Américains. Ou voilà. Alors que là, ils ont déjà quelque chose qui est dans leur abonnement, donc finalement, ils ont des utilisateurs naturels liés à leur situation. Sans faire de la microéconomie, mais de monopole plus ou moins. Donc, ils ont des clients naturels que n'auront pas forcément les nouveaux entrants sur le marché. Totalement possible. C'est vrai, hein, et le fait que ça soit tout intégré, parce que Microsoft Office, ça reste extrêmement utilisé dans les entreprises. Et je veux dire, aujourd'hui, Power Automate, c'est plus puissant que Zapier, par exemple, pour faire de l'intégration, de l'automatisation sur les outils de Microsoft Office, quoi. Et ils ont aussi Power Apps qui est un app builder qui est, bon, je trouve un peu moyen, que je connais pas très bien, mais qui est pour le coup, là, je trouve pas du tout au niveau de Bubble, de Glide, d'Adalo, de tous les outils que nous on pratique plus, mais ils peuvent rattraper, quoi, aussi. Ouais, mais c'est hyper important au niveau de la stratégie com de dire, voilà, nous, on a un écosystème où on peut vous proposer aussi des choses en no-code dedans, quand ils vont dedans. Surtout pour les startups, quand elles commencent, c'est vraiment appréciable. Ouais, tout à fait. On passe à la suite. Moi, j'ai un truc, je vois un peu la bataille entre, j'ai survolé l'article, mais je vois la bataille entre le software clé en main qui est très peu ou pas customisable pour quelqu'un qui utilise Microsoft ou les outils qu'ils vont utiliser, et le no-code où vraiment, j'ai l'impression qu'ils veulent un peu style Airtable. Tu te mets sur Airtable et tu vas customiser toi-même sans connaissance de code ta DB ou ton outil pour qu'il matche un peu avec ce que tu recherches et ce que tu as envie de faire, que certains softwares où tu es bloqué avec ce qu'ils te proposent et tu peux pas faire un truc, tu vois, customiser un peu par rapport à tes besoins, toi, très personnels. Ouais, tout à fait. Yue, est-ce que tu avais un commentaire là-dessus ou on continue? Non. Elle a coupé son micro et elle a dit je parle pas de Microsoft. Pas... Non, c'est pas ça. Salut tout le monde. Je suis pas un fanat un nazi du livre au point de de bannir Microsoft depuis qu'ils ont racheté GitHub, par exemple. T'as pas déplacé tous tes projets Rails de GitHub vers GitLab à l'époque? Bah non, mais ça sert à rien parce que GitLab, vous savez que les serveurs ils sont chez Microsoft. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je savais pas. Moi, je savais que GitLab ils étaient très soutenus par Google, mais bon. Ça, non, je crois l'avoir vu passer cet article-là, mais bon, moi ça me surprend pas tellement. Microsoft ils font de bons trucs, je trouve, au niveau d'un point de vue éducationnel. Donc je trouve intéressant qu'ils s'intéressent au no-code. Ouais. Et donc leur déclaration n'est pas fortuite. Ok. Bon, allez, on passe on continue alors. Plusieurs choses à voir. Alors, il y avait une autre petite news intéressante qu'on ne va pas forcément commenter, mais il y a une première application qui a été créée sur Adalo, qui a été rachetée. Et d'ailleurs, c'est la première fois que ça arrive au Japon, apparemment. C'est une application qui était au Japon, si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'on va voir de plus en plus. Il y avait l'exemple de l'application Bubble, là, qui a été rachetée par USA Today au début de la crise du Covid. Je ne sais pas si on a déjà des exemples avec Glide, mais je pense que ça va venir, en tout cas, petit à petit.
on va avoir de plus en plus d'applications et de startups montées en no-code qui seront rachetées, quoi. Sur Glide, ça m'étonnerait peut-être un peu. Enfin, je défendrais toujours Glide, mais Pour l'instant, tu vois, mais ça pour peut l'instant, arriver. c'est vrai. C'est vrai. Après, quand on parle d'acquisition, c'est pas forcément comme des acquisitions de start-up, Ouais, des des centaines projets, de millions, etc. Mais ça peut être quelqu'un qui rachète Moi, je le peux vendre projet. je peux vendre un projet s'il y en a qui ont 50 euros, on fait du business. Ça- Avec plaisir. Hein. On fait une plus marketplace. ambitieux, hein. On fait une petite marketplace. On Tu sais fait pas. sur Bubble et puis on référence tous les trucs d'app mobile. C'est combien Glide, là l'application que tu as mis sur le marketplace, t'en as vendu finalement ou pas? Le template. Alors, pas beaucoup. D'accord. Pas beaucoup comparé au nombre de personnes qui ont voulu. J'en ai vendu 4, je crois. D'accord. 4 à 10 $. Ouais, on va miser sur Adalo, hein, Alex. Je pense que c'est mieux. N'oubliez pas le coût qu'a fait l'application, vous vous rappelez, il y a 10 ans, Yo. Ouais. Ça, c'est un coup de génie. Hein. Parce que je ne sais pas si certains. Tu étais beaucoup trop jeune, Ulysse, tu avais 8 ans et demi, je pense. Et en fait, c'était une application qui mettait Yo. Quoi, en fait. Tu envoyais un Yo à quelqu'un. Et en Israël, en Israël et dans les pays occupés, ça leur permettait d'avoir des moyens de communication pour prévenir quand il y avait l'armée qui passait ou quoi que ce soit. En fait, ça avait été récupéré aussi comme ça. En fait. C'était hyper intéressant. Je vous enverrai le lien en fait vers cette application, comment le hold-up qu'elle a fait, elle s'est fait racheter des millions, quoi. Je ne sais pas si elle a été rachetée. Hein. Elle a été financée, mais je suis pas sûr qu'elle a été rachetée. Ce qui était déjà fou, hein. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont levé plusieurs millions, alors que l'application, littéralement, ne sert que à dire Yo. D'ailleurs, il y a une caricature très drôle dans Silicon Valley de ça, où c'est l'application qui sert à envoyer bro, juste. Ah oui. Trop jeune, je crois, pour l'application Yo. C'est comme ça que j'en avais entendu parler. Je n'ai jamais entendu parler de cette application. Je suis trop jeune. Ah, bah, c'est magnifique. Hein. Stan est trop jeune aussi. Ah, ouais, ils étaient beaucoup trop jeunes. Voilà. Beaucoup trop, ça. 1,5 million de $. Ok. Ah ouais. Hein, voilà, franchement. Et c'est une app israélienne, non? Oui, tout à fait. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'il y a 10 ans, c'est vrai que du côté startup, il n'y avait pas grand-chose sur Paris en France. Ouais, pas encore, mais ça va venir. Alors, justement, passons à des startups françaises qui sont mises à l'honneur. Donc, il y a Makezu. Je ne sais pas si je prononce bien, mais Hélène, d'ailleurs, est sur le Slack de Contournement. Et donc, c'est une application no-code qui a été créée avec Bubble et qui a été mise à l'honneur, justement, cette semaine sur le blog de Bubble, enfin, sur le blog, sur leur réseau, etc. Voilà, c'est une appli... je n'ai pas testé, j'avoue, mais elle permet de trouver des clients en envoyant des messages ciblés sur Twitter, suivant des règles. De ce que j'ai compris quand elle nous l'expliquait, il est censé y avoir un petit peu d'intelligence artificielle. Je ne sais pas à quel point c'est intelligent, mais en tout cas, on peut un petit peu choisir. Je ne sais pas, Stan, tu disais que tu serais pas forcément... tu étais un peu réticent à utiliser. Moi, j'ai voulu parce que j'étais un soir sur Twitter et le compte m'a suivi. Je me suis dit, vas-y, c'est un site no-code, j'ai regardé ce que c'est. Du coup, j'ai follow back et je suis allé voir. Et je me suis dit, c'est marrant. Et moi, je pensais qu'au début, c'était des messages privés. Donc, ça allait envoyer des messages privés aux personnes. Dès qu'ils allaient faire un post spécifique avec un hashtag, avec du contenu, ça envoie un message privé. Et en fait, ça fait des tweets automatiques. Et moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est un peu trop violent de faire des tweets à ma place et surtout d'en faire beaucoup parce qu'il suffit que en fait il y ait que la configuration que j'ai faite qu'en 1 minute il y ait 5 tweets qui sortent par rapport à cette configuration et que mon compte en publie 5 et qu'en fait sur mon feed ça fasse vraiment des messages un peu automatisés. Donc en fait j'avais un peu de mal avec le fait que ce soit du tweet de boîte en fait. Enfin du tweet direct et pas du message privé. Ouais. Donc j'essaierai peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que la promesse, c'est que ça soit un petit peu intelligent dans la détection de à qui tu vas tweeter. Et donc, c'est pas grave si c'est public parce que ça va tweeter des choses bien ciblées, quoi. Je pense que j'ai peut-être pas assez fait de configuration et pas assez poussé. Ça. Mais je sais pas. Il faudrait que Hélène commente, je pense. Voilà. Il faudrait qu'on invite Hélène à l'occasion. Elle nous en avait parlé un petit peu une fois à l'occasion d'un no-code drinks. Peut-être ce qu'il faudrait, c'est qu'elle nous fasse une démo, carrément. Ce serait cool. Avec plaisir. En tout cas, c'est quand même une application qui a l'air bien. Enfin, le fait qu'elle soit mise à l'honneur par Bubble, c'est quand même à noter. Et c'est quand même, j'ai pas vu. En fait, je trouve que c'est original, quoi.
C'est pas juste une marketplace, ou c'est pas dans les usages que j'ai vus de Bubble. Je trouve que c'est quelque chose qui va plus loin. Alors d'ailleurs, il y a un petit peu de code, si je dis pas de bêtises. Elle nous avait expliqué qu'il y a quand même un bout, le côté justement un petit peu intelligent, c'est du code. Mais voilà, c'est un usage quand même original. Et comme quoi, voilà, le no-code, c'est pas juste faire des petites applications et des petites choses simples. Ça, c'est assez intéressant. C'est un peu du gros hacking. C'est carrément fait de pour l'acquisition du gros hacking. Ouais, c'est plus du low-code que du no-code, du coup, dans ces cas-là. Il y a un petit bout de code à un certain moment, et on fait Ouais. avec Bubble. D'ailleurs, Intra-Founders, qui ont accompagné Hélène, se présentent plutôt comme une agence low-code, il me semble, que no-code. Même si c'est des experts Bubble, ils se présentent plutôt comme une agence low-code. Ils font Bubble et un peu de Webflow, tu vois, genre le Makezu.io, tu tombes dessus, c'est un Webflow. Je me dis, c'est pas possible que ce soit Bubble avec une UX comme ça. Bon, c'est possible de faire des beaux sites avec Bubble avec aussi. Bubble, maintenant. C'est moins évident qu'avec Webflow. Ouais. Alors, on continue. Je crois que Kitty, tu voulais nous parler un petit peu d'un outil, un de tes outils coup de cœur, qui est Framer. Oui, j'ai un gros coup de cœur. Donc, je mets un gros like, un gros cœur comme ça. Un outil de prototypage qui est très intéressant, qui s'appelle framer.com. Je suivais le créateur sur Twitter et ça faisait un moment qu'ils avaient fait une bêta. C'est très intéressant parce que c'est un outil de prototypage interactif. Donc, c'est-à-dire que vraiment, on a, lorsqu'on veut montrer, par exemple, surtout sur une application mobile, tu vois un peu toutes les transitions que tu veux mettre, en fait, comment tu peux changer. Par exemple, tu as dit ça, quand ça passe ici, ça doit swifter. Tu montres tous les détails, en fait, qui fait que tu as vraiment beaucoup moins d'aller-retour entre un développeur et le chef de projet là-dessus ou le designer. Et tu as vraiment tous les détails qui sont marqués. C'est vraiment très interactif, c'est très vivant. Et tu as un système de flèche. En fait, moi, j'avais commencé à faire ça. En fait, tu as un système où tu vas relier une flèche entre les différents éléments. Et ensuite, tu vas indiquer quel type d'interaction tu veux. Tu veux que ça swift, tu veux que ça swift et ça bouge et il y a des rotations. Tu peux même simuler des likes lorsque tu es sur un truc où il y a des Instagram, donc les likes qui bougent. Enfin, c'est super bien fait et ça montre vraiment de manière beaucoup plus détaillée ce que tu veux effectivement comme animation sur ton site ou ton application mobile. Tu as accès à un gratuit où tu peux travailler dessus. Et moi, je trouve ça très intéressant. Moi, j'ai travaillé uniquement gratuit déjà sur le projet où je suis no-code. Et le pricing est très accessible puisque le prix en starter, donc après l'accès gratuit, est à 14 € par mois. Et là, ce que je fais en gratuit, tu as 2 éditeurs et tu peux aller jusqu'à 3 projets, donc 2 collaborateurs et 3 projets. Et à partir du starter, tu as tout qui en est limité. Ça vaut vraiment le coup, ça change beaucoup la manière dont tu fais des interactions et tu exprimes beaucoup plus finement ce que tu souhaites. Et vraiment, je pense que moi, ça m'a changé énormément les choses. On n'a plus qu'à faire un seul aller-retour avec Framer. C'est très bien. Pour moi, c'est très prometteur. Il faut aller dessus. C'est très bien. J'en entends pas mal parler aussi dans la communauté no-code, d'ailleurs. Moi, ma question, en fait, pour élargir un peu le débat, ça a l'air hyper intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les outils de prototypage, en fait, c'est un peu le passé par rapport aux outils no-code. Même si j'ai l'impression que celui-là, effectivement, est plus évolué, peut-être sur certains points que Figma et tout. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi utiliser aujourd'hui des outils de prototypage et pourquoi pas plutôt faire l'application directement dans Adalo, dans Glide, dans Bubble, quoi. J'allais dire que Bravo Studio, qui est dans la veille aussi, je n'ai jamais utilisé d'app de prototypage ou quoi, mais ça ressemblait un peu à ça où tu peux prototyper ton app sur Figma et ça l'exporte vers du iOS ou Android et je crois en plus que tu peux le connecter à Airtable ou un truc comme ça. Et c'est vrai que prototypage, je me dis de plus en plus, si tu peux, avec les outils qu'on a maintenant, si tu peux le faire et carrément te construire une app directe qui fonctionne. Je trouve que Bravo Studio, ils ont une approche intéressante justement pour en parler un peu par opposition à Framer, qui sont un peu deux outils très récents dont on parle dans la communauté no-code. Bravo Studio, ils partent de Figma, qui est, je pense, l'outil de prototypage aujourd'hui le plus utilisé par les designers, et ils le rendent interactif et dynamique, quoi.
Mais moi, j'ai jamais pu le tester malheureusement parce que je peux pas utiliser Figma parce que j'ai pas de Mac. Enfin, je suis sur Linux, donc il y a comme ça certains logiciels qui me sont inaccessibles. Mais Rire, comment? rire gêné, entre Ouais, parenthèses. non. Donc non, mais moi je suis très à l'aise avec ça. Mais c'est vrai que Bravo Studio, c'est un truc que j'aimerais vraiment tester et que je peux pas. Mais voilà, je trouve que Bravo Studio, du coup, c'est pas un outil de prototypage en tant que tel. Ça vient compléter cette problématique qu'ont les outils de prototypage. Je trouve que c'est intéressant. Enfin, tu vois, par rapport à ce que tu dis, Pierre. Mais vraiment, par exemple, Framer, pourquoi utiliser plutôt Framer qu'Adalo? Alors, moi, je te donne un exemple typique. Tu es avec quelqu'un, tu veux créer une start-up ou quoi que ce soit, tu n'y connais rien, tu connais rien à Webflow, l'autre ne connaît rien à Adalo. Moi, ce que je proposerais, c'est plus Swift. Il y en a un qui veut vraiment créer, qui a une vision très très claire de l'outil. Il va sur Framer, il bosse dessus. L'autre, pendant ce temps, il est à fond en train d'apprendre ce que c'est Adalo, ce que c'est Webflow, parce qu'il y a un learning curve qu'il y a à faire pour apprendre à faire des choses vraiment bien, techniques et tout. Et là, pendant ce temps, chacun apprend à progresser de son côté. Et ensuite, l'autre, une fois que c'est fait, la personne, quand elle dit, bah voilà, moi, je pense que c'est clair, j'ai vraiment une vision très très claire de ce que je veux. Les pages, elles doivent être comme ça, comme ça, comme ça. Et je veux qu'ensuite, il y ait un enseignement qui soit fait comme ça. Bah, l'autre est prêt, il a suffisamment appris, il a suffisamment développé parce qu'il a regardé un peu ce qu'il y avait, donc s'il manquait, il avait des lacunes techniques, il fait ça, et ensuite chacun, pour moi, c'est vraiment intéressant quand c'est comme ça. Si tu es un expert en Webflow ou Adalo, évidemment, fais-le sur Adalo. Mais sur beaucoup de gens qui vont faire boîte et qui sont pas forcément super forts sur les outils techniques comme Webflow ou Adalo, pas par exemple Bubble, parce qu'il y a un temps, je trouve que c'est très intéressant que chacun côté comme ça, avec Framer. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, et c'est pour ça, en fait, quand je dis pourquoi utiliser un outil de prototypage, en fait, on va dire, je dis ça dans le cadre vraiment très particulier des applications mobiles. Parce que, par exemple, sur Webflow, j'en ai déjà discuté avec Théo, par exemple, qui est un expert Webflow, il me disait, lui, il travaille toujours avec Figma en amont, ou avec Adobe XD ou quelque chose, parce que implémenter un design dans Webflow, ça prend plus de temps que de le faire sur Figma, effectivement. Tu vois, tu es à la souris, boum, tu fais tes blocs, tes trucs, ça va plus vite. Par contre, sur du mobile... Pardon, vas-y. Non, vas-y, finis. Non, je dis juste sur du mobile, je trouve que dans Adalo, par exemple, c'est tellement simple de faire des drag and drop, et c'est une discussion qu'on avait avec Lucien encore même aujourd'hui, par rapport aux formations qu'on donne. En fait, c'est quasiment comme un outil de prototypage, quoi. Si tu fais en statique, je parle. Moi, j'ai souvent des clients qui viennent, quand ils arrivent sur Glide, ils ont un proto qui est fait sur Figma, ou qui est fait sur... Moi, il y a un truc, c'est vrai que je connais pas, qui est cher, quelque chose. Enfin, je sais plus, en fait, ils ont une envie, et donc ils arrivent avec leur vision, parce que eux, ça leur permet de se projeter et de voir à quoi ils aimeraient que l'application ressemble. Bon, au final, elle ressemble pas à ça, mais ça s'appelle YSimcal. YSimcal, je sais pas si vous parlez pas. Oui. Je sais pas comment on prononce, mais... Filmsical ou Wiz, je vais me faire engueuler après. Ouais. Mais en fait, moi, je me dis que c'est souvent parce qu'ils veulent avoir une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Bon, après, c'est Glide, donc je leur dis... oui, c'est ça le problème, c'est que après ils arrivent et dans Glide, tu vas pas pouvoir faire exactement ce qu'ils veulent. Donc, ouais, et c'est peut-être ce qui manque, c'est ce qui manquerait peut-être chez enfin, tu vois, des outils comme Glide ou Adalo, c'est de mettre, d'offrir peut-être un espèce de truc que tu peux, avec des composants graphiques ou des choses comme ça, que toi tu peux aller, avec lequel tu peux aller jouer avec et créer en amont. C'est toujours pas mal parce que c'est comme un peu une sitemap, quoi. Ça permet de te rendre compte comment est-ce que tu veux construire tes trucs, et surtout ça permet à toi, quand tu développes, de savoir si déjà le projet est faisable ou pas. Moi, quand on m'envoie des trucs, et là j'ai vu cet après-midi avec un client, je me suis dit, bon, il y aura des trucs qui vont être possibles, mais il y a des trucs que je sais directement que ce sera impossible si on est sur Glide. Bien sûr, mais tu vois, c'est justement là où le client, s'il a passé 2 heures à se former à Glide, par exemple, en fait, il va être contraint par Glide, mais du coup, il va imaginer des choses qui seront possibles par Glide. Mais ça, c'est vrai seulement dans l'approche MVP pour aller vite et tout, c'est pas pour tout le monde, quoi. Non, mais en fait, Alexis, là ta manière de réfléchir, c'est que tu vas d'abord vers l'outil, tu préfères l'apprendre plutôt que la personne, elle va être par exemple obsédée par un produit qu'elle veut lancer. C'est vrai. Elle est obsédée par le produit, elle va sur Framer, elle fait ça, elle va voir Stan, elle dit tu peux faire ça sur Glide, et le Glide lui va dire non, je peux pas te le faire, je te conseille d'aller voir quelqu'un qui est un expert sur Adalo. La personne il va voir pour Adalo, voilà, je veux exactement ça, que j'ai fait sur Framer avec toutes les animations, je veux exactement la même chose, hyper précis. Bah, l'autre va lui dire ouais, bah, je peux faire ça sur Adalo, mais il manquera ça, et ça coûtera ça. Et ensuite, il peut aller voir différents experts. Bon, peut-être va voir un mec sur Bubble, il pourra tout te faire. Il aura des prix précis, exactement sur le produit fini tel qu'il le voyait et qu'il a prototypé sur Framer.
Ouais, franchement, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je pense que le problème, c'est que ça va être déceptif parce qu'il n'y a que des devs qui pourront lui faire exactement le truc que la personne a fait sur Framer. Et donc, Pas elle va forcément. perdre du temps. Bah, Non, enfin, pas ça d'accord dépend, du tout. tu vois. Ça dépend, ça se- mais Si ça se trouve, la personne va lui dire, écoute, moi, je peux te faire tout, sauf le petit twist là, ici, parce que ça va me prendre trop, ou alors cette animation-là. Bon, bah ouais, il me dit, bon, bah ok, bah, j'enlève ces trucs-là, c'est pas grave, j'ai 99% de ce que je veux, ça me va. Et c'est là où Personne. tu fais une interaction avec un dev no code qui va être très importante. Il va dire, bon, ah, bah, c'est intéressant, c'est une approche. on est en plus. Ouais, On si est dans quelqu'un un veut développer un petit plugin à mettre dans Figma, etc. Pardon. Si quelqu'un veut développer un petit plugin à mettre dans Figma, etc., spécial no-code, allez-y. Ouais, à la vraiment limite, très tu vois, ce qu'il faudrait, c'est que dans Figma, il y a un kit d'interface Glide, par exemple, et comme ça, le designer, il peut faire que des choses qui marcheraient dans Glide. Ouais, Là, je trouverais que ce serait efficace. Ou Adalo, ouais, par exemple. Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis comme Kitty, hein, parce que franchement, c'est vrai que c'est, je pense, l'approche aussi que veulent la plupart des gens. Mais je pense que c'est dommage parce que c'est une approche qui va te prendre plus de temps, qui va être plus déceptive, parce qu'au final, tu vas en revenir si t'as pas les moyens de bosser avec un dev bubble ou avec un dev traditionnel, tu vas en revenir à être contraint par l'outil. Et donc autant partir direct sur l'outil, quoi. Mais bon, les gens, ils n'ont pas le temps d'apprendre les outils. Hein. Tout le monde n'a pas le temps d'apprendre les outils. Donc, bingo. Alexis, tu as mis le point de plus. Les gens, il y a 150 000. Mets-toi là, quelqu'un qui vient d'arriver juste sur le marché. Il y a 150 000 outils. Je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, je veux faire ce produit-là. Qu'est-ce que je fais? mais Bon, on est là pour ça. On est là pour dire aux gens, Oui. prends quel outil, forme-toi. C'est le rôle de contournement de toute la communauté. Le bon outil no-code pour le bon produit. Ouais. Voilà, bon outil au bon Bah, moment. Dans ce cas-là, tu amènes ton Mais- contournement. Tu me dis, à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? En 5 minutes, il y a 5-6 experts. Tonton Lucien, toi, Dan et tout le monde. Vous dites, voilà, moi, je pense qu'on peut faire ça, ça et ça et ça. Et puis après, la personne se dit, bon, bah, je pense qu'il a une budget précis et il va dire, bon, je sais ce que je peux enlever et je vais pouvoir le faire en no-code et je vais gagner énormément de temps. Bah ça, moi, je pense que c'est une bonne approche. On va faire Très le bien. training du produit. Mais après, en réalité, Framer, rien, l'un n'empêche pas l'autre. On va dire quelqu'un qui viendrait aussi, qui aurait déjà réfléchi à son truc sur Framer, c'est quand même intéressant. Hein. Je nie pas ça. Hein. On continue. Il nous reste que quelques minutes de toute façon. Donc, de quoi va-t-on parler? Bon, il y a un nouveau composant justement dans Adalo qui permet de faire des vues en maçonnerie. Ça, c'est comme les vues Pinterest. Comme ça, c'est avec les images qui occupent bien la taille. Ça, c'est assez cool. Justement, ça peut permettre de faire des choses plus avancées. Glide. Est-ce que tu veux nous dire les news de Glide, Stan? Parce qu'on en a découvert une tout à l'heure en parlant. Il y a les étoiles, donc il y a le fait de pouvoir du rating là on n'a plus besoin de passer par des choices et par une page avec des étoiles, donc c'est de pouvoir mettre un nombre d'étoiles pour valider ou pas la solution. Je pense peut-être qu'ils évolueront et qu'ils permettront qu'on fasse autre chose que les étoiles, et surtout on peut changer la typographie. On l'a découvert tout à l'heure en live avec Alex dans un Google Meet où je lui dis mais c'est quoi ça le truc typo? Et en fait on a le choix entre 4 typos différentes dans l'onglet réglages, si je dis pas de bêtises, qui est moderne, ancienne, typographie, etc. Voilà. Et ça change toute la typo de votre application entièrement. Ah, comme sur Insta, c'est super. On peut faire ça sur Insta, sûrement. Tu as 4 typos disponibles, effectivement, modernes. Ah, et bah ouais, voilà. T'as que les étoiles, parce que j'ai l'impression que quand j'avais vu passer leur tweet, tu pouvais mettre des étoiles, des cœurs, des petites Des pizzas. Pizza. des pizzas. Et des pizzas, ça m'a fait rigoler un Je peu crois quand que tu même. peux choisir l'emoji que tu veux en fait. C'est ça, ouais. Oh, Donc, tu peux tout choisir en fait. ça. Oh, ça va être top, ça. Ouais, ça Oui. c'est assez sympa. Et je pense que surtout pour les usages marketplace, etc., ça peut être vraiment super quoi. Non, mais Et c'est bien pour les ados. C'est cool. Ouais, c'est bien pour tout le monde, hein. Pour des grands ados quoi. Mais... Ouais, le Non, mais rating, en plus- t'as pizza, argent, cœur et du time. Ah, tu peux pas choisir Non, le truc Tu que peux pas tu veux. choisir. Ah, Et en fait, dommage. faut que tu la mettes. Oui, c'est marrant. En fait, il faut que tu la rentres dans une colonne de data aussi. D'accord. Ce qui veut dire que, en fait, Avec- ok. C'est marrant. Avec une variable précise. Mais c'est un chiffre. Du coup, dans la colonne, c'est quoi qui est stocké? C'est un chiffre. Et bah, du coup, ça te change le truc en chiffres. Du coup, ce qui veut dire que il faut que tu fasses cette colonne user only.
dans ta data du coup. Ok, mais ce qui est pratique, c'est que du coup, tu peux faire des opérations dessus, quoi. Ouais, en fait, il faut que faire tu des crées une user moyennes, spécifique. Je sais pas, non, parce qu'en fait, tu fais une colonne user spécifique, ce qui veut dire que tu as. Voilà, on va pas rentrer parce que ça va être. On n'a pas beaucoup de temps, donc passons à autre chose. Moi, j'avais pas grand-chose de plus à vous dire. Je sais pas, est-ce que vous avez, de toute façon, ça y est, ça fait 30 minutes. Est-ce que vous voulez faire est-ce que vous avez un petit mot? Je sais pas, Pierre, tu n'as pas dit grand-chose aujourd'hui. J'ai pu tester cette semaine Dash. Je sais pas si vous aviez, certains d'entre vous. Vraiment, c'est vraiment cool comme outil. C'est un peu style, je ne sais même pas trop comment le décrire, mais un peu style spreadsheet. Tu peux aller chercher pas mal, ils font pas mal d'intégrations où tu vois typiquement, je me suis fait aller 2-3 cases perso où tu peux suivre ton nombre de followers par jour où automatiquement ça va te mettre dans ta spreadsheet un peu l'évolution. Je crois que tu peux aller chercher, traquer les prix de stock, de bourse, différents indices, et tu peux en fait les publier, ces spreadsheets, et les faire utiliser à n'importe qui en lui envoyant le lien. Donc, typiquement, tu te fais ta spreadsheet pour traquer les prix des cours en bourse. Tu l'envoies à ton pote qui suit aussi ça, et lui aussi, il peut se faire sa spreadsheet en tapant et en rentrant les différents stocks qui suivent et des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment sympa. Et l'onboarding est cool parce que c'est encore un peu en bêta et gratuit. Et en fait, avant que tu prennes en main l'outil, tu as un call d'une demi-heure avec quelqu'un de chez eux, un no-code builder qu'ils appellent. Et en fait, où lui va te faire aussi tester des cases. Et donc, c'est vraiment un super onboarding et l'outil a l'air vraiment cool, même si je n'ai pas encore eu le temps de vraiment. Ouais, je l'ai testé rapidement aussi et c'est vrai que j'avais trouvé ça assez chouette. Ouais. J'aime bien. Et en fait, tu peux faire quasiment des petites applications avec. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un sur le Slack qui posait une question comment faire une calculatrice. En fait, il pourrait carrément utiliser Dash en fait, maintenant que j'y pense. Tu peux faire des applications et que tu peux, comme tu dis, tu peux les partager. Enfin, des applications au sens tableur, mais avec des formules, etc. Tu partages aux gens, puis les gens ont juste à remplir les cases, ça fait tous les calculs comme toi, tu as prévu. Ouais. Ça peut être assez chouette, ouais. Yue, un petit mot de la fin? Bah sur ça, en fait, j'ai pas toujours pas eu le temps de tester. Sur ce que tu veux. Sur Dash, ouais. Sur autre chose, si tu veux. Sur autre chose, je suis pas très à jour au niveau de la veille. Bon, à part la partie où il y avait le gros débat sur le fait de est-ce que c'est dépassé de faire des trucs sous Adobe XD pour pouvoir faire son bubble après, sachant que sur Bubble, le truc c'est que maintenant t'as un truc comme Open Build où tu peux faire ton propre kit UI directement. Open Build, c'est une solution d'Ideable, de Matt notamment, qui est sur le Slack aussi. Et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. Enfin, pour les bubblers, ça peut être un super moyen de très vite faire une UI en important des éléments sans avoir à tout refaire, chaque bloc. Et ça fait une bibliothèque. Et ça, c'est vrai que pour du prototypage, je trouve, ça marche, quoi. Ouais. Sauf qu'après, tu peux animer. Ouais, exactement. Ouais. Ok, super. Ulysse, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Merci, comme d'habitude, pour ta veille. Je pense qu'on a fait les news principales, des débats, des débats sont nés. No-code, low-code, Microsoft, prototypage ou pas, voilà. Cool. Et ben on va continuer tout ça dans les prochaines émissions. Et puis dans le podcast aussi qui va reprendre bientôt. Parce qu'on a fait quand même une pause, mais il est temps de reprendre. Si vous avez des idées d'ailleurs de gens qu'on devrait contacter en France, n'hésitez pas à nous les suggérer. En francophonie. En francophone, ouais. Tu peux faire des anglais. Des gens qui parlent français, pour l'instant. Tu vas faire des anglais. Essaye des anglais, pas faire GT. Ouais, mais je sais pas. C'est pas que je me sens pas prêt à interviewer quelqu'un en anglais, mais c'est plus, j'ai pas envie de traduire. Je pense que les Français, par contre, sont pas prêts tous dans la majorité à écouter des podcasts en anglais. Ce serait marrant d'avoir des startups qui utilisent des outils no-code. Tu vois, des entrepreneurs qui les utilisent aussi. Ouais, et j'aimerais bien. Avoir aussi des entrepreneurs qui l'utilisent au quotidien et du coup avoir leur retour d'expérience. Si vous en connaissez, je suis très très preneur. J'en ai quelques-uns dans ma liste que je vais contacter, mais ça c'est vraiment, c'est parmi les retours que j'ai des gens. Les gens sont très intéressés par ces épisodes-là en général, par les experts aussi, mais par les histoires de gens qui se sont lancés sans CTO avec des outils no-code et tout.
ça marche assez bien. D'ailleurs, je pense que je proposais à Hélène de Makezou d'enregistrer un petit épisode. Ah, top. En Super. plus, il n'y a pas assez de filles aussi dans le game, donc il faut qu'on fasse quelque chose Moi, je suis par rapport. trop timide, j'ose pas. Mais ça va arriver, Kitty. Et il Bon. y a la nouvelle formation organisation par contournement.online disponible pour maîtriser. C'est vrai. Ouais. Airtable. Bah alors, Alex, il Oui, Faut faire la promo. je suis pas très bon en autopromo, mais merci de le souligner. Effectivement, on a lancé une formation, Il faut vendre. une formation Airtable, une formation à Zapier, une formation Airtable. On a envoyé une newsletter hier avec plein de réductions et on va partager ça aussi sur le Slack, évidemment, pour que toute la communauté en profite. Bah, nous aussi, on va partager ça aussi sur nos réseaux. Bah, n'hésitez pas, avec plaisir. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé publiquement, mais on a aussi un programme d'affiliation pour les gens qui sont intéressés. Donc, si vous voulez faire la promotion de nos formations et être rétribué pour ça, grassement, n'hésitez pas à nous le dire. Bon, bah, écoutez, sur ce, je vous propose qu'on s'arrête là. Et puis, la semaine prochaine. Contournement. Comment ? Et n'oubliez pas de vous abonner au Slack de Contournement. Vous verrez, il y a plein de choses intéressantes dedans. Ça, je vais mettre dans la description de la vidéo parce qu'on s'est fait un petit peu réprimander la semaine dernière parce qu'on a oublié de mettre le livre blanc et tout ça dans les commentaires de la vidéo sur YouTube pour le replay. Là, cette fois, je vais faire ça bien. Je vais mettre le Slack et tout ça pour que les gens qui regardent. Pas de FOMO. Tout le monde aura accès à toutes les infos, le lien vers la veille et tout quoi. Le lien vers Framer. Très bien. Le lien vers Framer aussi, effectivement. Faut pas que j'oublie. Bon, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui seront là et puis d'autres gens avec nous. Voilà. Et bon merci. Et bon week-end à tous. Voilà. À tous. Bon week-end. Salut. C'est génial, c'était cool.